j'ai décroché le téléphone pour demander à mon fils, Max, quand aurait lieu le mariage. Avant même qu'il ne réponde, Léna, ma belle-fille, m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire glacé. « Oh, on s'est déjà mariés hier !» On n'a invité que des personnes spéciales. Ces mots se sont abattus sur moi comme un seau d'eau froide. Des personnes spéciales. Depuis 3 ans, je payais leur loyer de $500 par mois, achetais leurs meubles, remplissais leur frigo. Je n'étais donc pas spéciale. Je suis restée immobile au milieu de mon salon, le téléphone devenu aussi lourd qu'une enclume, regardant Max éviter mon regard, tandis que Léna s'installait sur le canapé que j'avais payé. La robe rose pâle que j'avais choisie pour le grand jour pendait inutile dans mon placard, à côté des chaussures neuves et de l'illusion d'appartenir à la fête la plus importante de la vie de mon unique fils. J'avais mis de côté $1000 pour leur cadeau de mariage, prévenu ma sœur Diana à Chicago, nettoyé la maison en imaginant qu'il passerait après la cérémonie. Tout s'est effondré en une seconde, avec ces 4 mots « Personne spéciale, mini ». Plus tard, Max a fini par relever la tête avec une voix qui sonnait la récitation. Maman sec était intime, très petit, juste nous et les témoins. Je savais que était faux. J'avais vu les photos sur les réseaux sociaux. Les parents de Léna, près des mariés, ses frères et sœurs levant des coupes, la robe blanche que j'avais partiellement financée avec les $800 donnés le mois précédent pour ses dépenses personnelles. Tout ce que je n'étais pas censé voir, je l'avais vu. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelé d'une voix méconnaissable. La femme sûre d'elle avait disparu. Il ne restait qu'une suppliante. « Emma, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression. Tu as oublié le virement. » Sa voix tremblait comme si le monde écroulait. Je suis restée silencieuse quelques secondes, me rappelant toutes les fois où j'avais couru à la banque pour ce virement, annulé mes propres projets pour qu'ils aient un toit, compté mes sous pour financer leurs caprices. Puis j'ai répondu, d'un calme qui m'a moi-même surprise. « Léna, ne t'ai-je pas prévenu que je n'aide que les personnes spéciales ?» Au bout du fil, le silence a été si profond que j'entendais battre mon cœur. Pour la première fois depuis des années, ce était plus moi qui tremblais, était elle. Cette phrase a réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Des années à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, dans l'espoir d'une miette d'affection de mon propre fils. J'avais été la mère parfaite, la belle-mère arrangeante, la pourvoyeuse silencieuse qu'on rendait invisible. Ce soir-là, j'ai pleuré, moins non de tristesse, mais de colère, la colère compacte d'années d'humiliation. Au matin, ce était plus seulement la douleur de la trahison. Était plus profond, plus froid. Dans le miroir, mêmes yeux fatigués, mêmes rides d'années de dons sans retour, mais aussi une dureté nouvelle, une détermination enfouie. Je me suis assise à la table où j'avais tant de fois planifié des surprises pour eux, aligné des factures et pleuré. J'ai sorti mon chéquier et mes relevés. Je voulais mesurer, en chiffres, étendue de ma folie. Loyer, $500 par mois pendant 36 mois 18 000. Nourriture et courses, environ 200 par mois, 7 200. Cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de couple, au moins 3 000. Urgence médicale de Léna, 800. Prêt auto jamais remboursé, 2 500. Réparation de climatisation, 600. Mobilier du salon, 1 200. Total, 33 400 $. Pris dans la retraite de mon mari, dans mon épargne, dans le capital accumulé sou à sou. Jeté par la fenêtre pour maintenir à l'aise 2 adultes incapables, semble-t-il, même de feindre le respect. Le téléphone s'est mis à sonner. Max. Puis Léna. Puis Max encore. D'ordinaire, j'aurais bondi pour décrocher, espérant des excuses. Cette fois, j'ai laissé sonner jusqu'au silence. 10 minutes plus tard, un message. « Maman, réponds s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Je l'ai supprimé. À 2 heures, je suis sortie marcher, juste pour respirer. Je suis passée devant le parc de l'enfance de Max. Quand était-il mis à traiter sa mère comme un distributeur automatique doté de sentiments? À quel moment avais-je confondu amour et argent? À la banque, M. Klein m'a fait signe derrière la vitre. Il me connaissait depuis des années, il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis allée droit à son bureau. Monsieur Klein, annulez tous les virements et protégez mes comptes. Personne d'autre ne doit y avoir accès. Il m'a regardée préoccupée. Êtes-vous certaine, madame? Je viens d'ouvrir les yeux. Pendant qu'il traitait mes demandes, mon téléphone vibrait. Je l'ai éteint. Madame, pardonnez mon indiscrétion, m'a dit Monsieur Klein en me tendant les papiers.
Mais en toutes ces années, je vous ai vu d'une grande générosité. J'espère qu'on ne vous force pas la main. Sa sollicitude m'a plus touchée que tout ce que Max m'avait montré ces derniers mois. On ne me force plus, ai-je répondu. J'ai cessé de me forcer moi-même. Guillemets doubles. En sortant, je me suis sentie légère, comme délestée d'un poids. J'ai pensé aux voyages annulés pour eux, aux amis perdus de vue, aux loisirs abandonnés. Parce que chaque dollar pour moi semblait voler à leurs besoins. En tournant dans ma rue, 3 voitures étaient garées devant mon portail. Celle de Max, celle de Léna, et une autre que je ne connaissais pas. À travers les rideaux, des silhouettes. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je les leur avais données. Par confiance. J'ai inspiré profondément. Il était temps d'affronter, pour de bon, la première épreuve de ma nouvelle vie. Ils étaient déjà dans ma maison. Max, Léna et une femme que je ne connaissais pas. Quand j'ai poussé la porte, Léna était assise à ma table, son sac ouvert, comme si elle fouillait parmi mes papiers. Max s'est levé trop vite, son visage affichant ce mélange de gêne et de colère qu'il portait toujours quand il se sentait pris en faute. « Maman, écoute, il faut qu'on discute », a-t-il lancé. J'ai croisé mes bras. On ne discute pas en entrant chez moi comme des voleurs. La femme inconnue a baissé la tête, comme si elle voulait disparaître. Léna, elle, a planté ses yeux brillants dans les miens. On avait besoin de vérifier. Tu nous as coupé les vivres, Emma. Tu sais bien qu'on ne peut pas s'en sortir sans toi. Guillemets doubles. Ces mots ont résonné comme une confession involontaire. Non pas d'amour, mais de dépendance. Je, N, était plus une mère. J, était leur système bancaire. J'ai senti une froideur monter en moi. Vous avez choisi un mariage sans moi, ai-je dit d'une voix dure. Vous avez choisi vos rédés, personne spéciale, Proclay. Maintenant, assumez. Max a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêté d'un geste. Asseyez-vous. On va mettre tout ça à plat. Guillemets doubles. Ils se sont installés, mal à l'aise, comme des enfants pris en flagrant délit. J'ai apporté le cahier où j'avais noté mes calculs la veille. Je l'ai posé sur la table, ouvert à la page du total. 33 400 $. C'est ce que je vous ai donné, prêté, offert, appelé comme vous voulez. Savez-vous ce que ça représente ? C'est plus que ce que j'avais pour ma retraite. Plus que ce que j'ai pu économiser en 10 ans de travail. Max a pâli. Léna, au contraire, a ricané. Tu exagères. Ce n'est pas comme si tu étais ruiné. Et puis, tu es sa mère. C'est normal. Guillemets double scat. Normal ? Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai frappé la table du plat de la main. Non, Léna, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'exclure une mère de mariage. Ce n'est pas normal de la traiter comme un distributeur automatique. Ce n'est pas normal de mépriser l'amour qui nourrit tout cela. Ma voix a tremblé, mais pas de peur, de rage contenue. L'inconnue a chuchoté. Je crois que je ferais mieux de partir. Elle s'est levée et a filé sans un mot de plus. Max s'est mis à pleurer. Mon fils, 30 ans, assis à ma table comme un petit garçon pris en faute. Maman, je ne voulais pas. Léna a insisté, je voulais t'inviter, mais ça. Léna l'a coupé net. Ne commence pas! Tu sais très bien que ta mère rend tout dramatique. On voulait juste un mariage tranquille. Je l'ai regardé, glacial. Tranquille? Alors pourquoi ces photos? Ces toasts? Ce banquet? Elle a blêmi. Tu espionnes? Je respire. Et je vois ce que vous affichez au grand jour. Guillemets doubles. La dispute a enflé, mais au milieu de cette tempête, une certitude grandissait en moi. Je ne reviendrai pas en arrière. Max pouvait pleurer, Léna pouvait menacer, je ne redeviendrai pas leur esclave volontaire. J'ai fermé le cahier d'un geste sec. Vous partez, et vous ne reviendrez pas tant que vous ne comprendrez pas une chose. Je ne vous dois plus rien. Pas un dollar, pas une heure, pas un sourire forcé. Max s'est levé, bouleversé. Mais maman, tu es tout ce qu'on a. Non, Max. Je suis tout ce que vous avez pris. Guillemets doubles. Quand ils sont enfin partis, la maison a retrouvé un silence lourd. Je suis restée longtemps debout, les mains tremblantes, fixant la porte close. J'ai pensé aux années passées, à croire qu'aimer signifiait donner sans fin. À mon mari disparu, qui m'aurait dit 100 fois d'arrêter. À toutes ces nuits passées à calculer comment faire entrer leurs besoins dans mon budget. Et une phrase a germé en moi, claire comme une cloche, il fallait rendre les comptes autrement. Pas seulement avec des chiffres, avec la vérité. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai sorti une feuille blanche. En haut, j'ai écrit « Lettre à mon fils ». Je ne savais pas encore si je l'enverrais. Mais les mots coulaient, brûlants. Chaque blessure, chaque trahison,
Chaque dette émotionnelle. Pas pour l'accabler, mais pour lui rappeler qui était vraiment. Sa mère, pas sa banque. Je voulais qu'il se souvienne de l'enfance où je lui tenais la main, pas seulement des virements. En écrivant, j'ai senti la douleur se transformer en quelque chose de plus solide. Pas de la haine, non. Mais une résolution, s'il voulait encore faire partie de ma vie, il devrait revenir autrement. Pas en mendiant. Pas en exigeant. En reconnaissant. Cette nuit-là, en relisant la lettre, j'ai compris que ce N était peut-être pas à Max que je écrivais. C était à moi-même. Pour me rappeler que, moi aussi, j'étais une personne spéciale. Les jours qui ont suivi leur intrusion dans ma maison ont été étranges, comme si le temps avait ralenti. Je me réveillais chaque matin avec un mélange de vide et de liberté. Plus de virements bancaires, plus d'appels paniqués pour « Bidjoukdi loyer en retard, Bidjoukdi même » ou « Oh Hassan en facture médicale urgente, Bidjoukdi même ». Le silence de mon téléphone était à la fois angoissant et libérateur. J'avais l'impression de réapprendre à respirer. Pourtant, au fond, une plaie restait ouverte. On ne coupe pas un fils de sa vie sans sentir son cœur se fissurer. Je passais des heures à marcher dans le quartier. Les maisons autour de moi, avec leurs pelouses soignées et leurs décorations de saison, semblaient appartenir à un autre monde. Les voisins me saluaient, certains d'un sourire, d'autres d'un regard curieux. Tout le monde savait que Max S. était marié. Tout le monde savait que je n'y étais pas. Cette humiliation publique pesait plus lourd que toutes les factures impayées. Une voisine, Madame Rivers, m'a arrêtée un matin. « Emma, j'ai vu les photos de la cérémonie. Tu devais être si fière. » J'ai senti ma gorge se nouer. J'ai esquissé un sourire forcé. « Oui. Fière. » Elle n'avait pas besoin de connaître la vérité. Mais en rentrant, mes jambes ont flanché, et je me suis effondrée dans le fauteuil. Le cœur écrasé par ce mensonge nécessaire. Je repensais sans cesse à Max enfant. Ses yeux brillants quand il me montrait un dessin maladroit. Ses petites mains serrant les miennes quand il avait peur de l'orage. Où était passé ce garçon? Comment était-il devenu cet homme qui me voyait comme un portefeuille? Était-ce moi qui avais échoué? Avais-je confondu générosité et faiblesse? Les questions me hantaient, et les réponses semblaient toujours évaporées. Un soir, j'ai trouvé le courage d'appeler ma sœur Diana. Sa voix, forte et directe comme toujours, a traversé l'océan de solitude. « Emma, je t'avais prévenu, tu leur donnes tout, et ils prendront tout. Mais tu as enfin ouvert les yeux. C'est douloureux, mais c'est une renaissance. » Je me suis mise à pleurer, incapable de répondre. Elle a continué. « Écoute-moi bien. Tu n'es pas coupable. L'amour, le vrai, ne demande pas de sacrifices aveugles. L'amour demande du respect, et ils t'ont manqué de respect. Tu as le droit de fermer la porte. » Ces mots se sont accrochés à moi, comme une bouée de sauvetage. Pourtant, le lendemain, une enveloppe m'attendait dans ma boîte aux lettres. Écriture de Max. Mes mains tremblaient en la décachetant. Une lettre, maladroite, pleine de contradictions. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que Léna ne t'avait pas invitée. Je voulais que tu sois là, mais je suis pris entre deux feux. Léna pense que tu nous juges trop. Moi, je veux juste la paix. » Pas une seule fois il n'a dit « Je t'aime ». Pas une seule fois il n'a reconnu ce que j'avais sacrifié. Était une demande de pardon sans véritable repentir. Je l'ai lu 3 fois, espérant y voir autre chose. Mais chaque mot confirmait la fracture. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé la lettre sur la table, à côté du cahier où j'avais noté toutes mes dépenses. 2 objets qui, côte à côte, racontaient mon histoire, des chiffres et une absence d'amour. Quelques jours plus tard, Léna a pris le relais. Un appel tard dans la nuit. Sa voix n'avait plus rien de suppliante. Elle sonnait tranchante, comme une lame. « Écoute Emma, Max souffre. Si tu l'aimais vraiment, tu arrêterais ce petit jeu. Tu reviendrais à la normale. » J'ai serré le combiné si fort que mes doigts ont blanchi. « La normale ? Était moi qui payais pendant que vous me méprisiez. C'est fini. » Elle a éclaté de rire. « Tu crois que tu peux nous effacer comme ça ? Tu crois que Max te pardonnera ? » J'ai respiré profondément avant de répondre. Je ne cherche plus le pardon. Je cherche la paix. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. J'ai rêvé de mon mari, disparu depuis des années. Dans le rêve, il posait sa main sur mon épaule et me disait doucement « Tu as trop porté seul. Il est temps de poser le fardeau. » Je me suis réveillée en larmes, mais apaisée. Sidi était comme une bénédiction, comme s'il m'autorisait enfin à tourner la page. Je me suis alors lancée dans une nouvelle habitude, écrire chaque matin. Pas seulement des lettres à Max, mais des journaux intimes. Je couchais sur le papier mes colères,
mes souvenirs, mes espoirs. Chaque mot me libérait. Parfois je relisais un passage et je riais, d'un rire amer mais sincère, en me rendant compte à quel point j'avais toléré l'intolérable. Un samedi, j'ai pris une décision inattendue. Je me suis inscrite à un atelier de peinture dans le centre communautaire. Quand j'ai trempé mon pinceau dans les couleurs, j'ai eu l'impression de redevenir moi-même, une femme avec des envies, pas seulement une mère sacrifiée. Les autres participantes m'ont accueillie avec chaleur. « Tu as un bon coup de pinceau ?» m'a dit l'une d'elles. Ces mots, simples, ont résonné plus fort que toutes les demandes d'argent que j'avais subies. J. et tes enfants vus autrement que comme une ressource. Mais la trêve n'a pas duré. 2 semaines plus tard, Max s'est présenté à ma porte. Pas seul, avec Léna. Ils avaient ce regard déterminé, celui de ceux qui viennent pour une confrontation. « Maman, » dit Max, « on ne peut pas continuer comme ça. On a besoin d'aide. » J'ai serré la poignée de la porte, hésitant à la refermer aussitôt. Léna a ajouté d'une voix douce, presque mielleuse. « Ce n'est pas seulement une question d'argent. On veut une famille unie. » J'ai failli éclater de rire. Leur soudain discours sur « Hésido l'unité » sonnait faux. Mais je les ai laissés entrer, juste pour entendre jusqu'où ils iraient. Assis de nouveau à ma table, ils ont déroulé leurs arguments. Le loyer, les dettes, les projets d'avenir. Rien que des chiffres. Puis Léna a lancé la phrase qui m'a glacé le sang. « Tu sais, Emma, sans toi, on n'a aucune chance. Tu nous dois bien ça. » Cette fois, je n'ai pas levé la voix. Je me suis contentée de répondre, lentement. « Je ne vous dois rien. Vous m'avez pris plus que vous ne pourrez jamais rendre. » Guillemets doubles. Le silence qui a suivi a été plus lourd que n'importe quel cri. Max a baissé les yeux. Léna a serré sa main, furieuse. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, mais une chose était sûre, Joanne était plus leur prisonnière. Le lendemain de leur visite, ma maison semblait imprégnée d'une tension sourde. Les mots de Léna résonnaient encore. « Tu nous dois bien ça. » Cette phrase me hantait, comme une cicatrice invisible. Pendant des années, j'avais confondu obligation et amour. Mais à présent, je voyais clair. Leur dépendance N n'était pas un lien familial, C était une chaîne. Et J était celle qui tenait la clé. Je me suis rendue à l'Aile, église ce dimanche-là, chose que je n'avais pas faite depuis des mois. Non pas pour prier de façon traditionnelle, mais pour trouver un peu de silence, un espace sacré où je pouvais entendre ma propre voix. Assise au dernier banc, j'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs défiler. Max bébé, ses premiers pas, ses rires. Puis Max adulte, ses yeux fuyants, son incapacité à dire merci. Le contraste me brisait le cœur. Pourtant, au milieu des larmes, une conviction naissait. Je devais protéger ce qu'il restait de moi, même si cela signifiait perdre mon fils pour un temps. À ma sortie, le pasteur, un vieil homme bienveillant, m'a intercepté. « Emma, vous paraissez tourmentée. » Je lui ai souri faiblement. J'apprends à dire non, il a hoché la tête, comme s'il comprenait sans explication. Parfois, le non est la plus grande forme d'amour. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Peut-être qu'en refusant de les nourrir dans leur dépendance, je leur offrais malgré tout une chance, celle d'apprendre à se tenir debout. Mais Léna ne voyait pas les choses ainsi. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un message, sec et menaçant. « Si tu continues comme ça, tu perdras ton fils. » Je l'ai relu plusieurs fois, chaque mot brûlant mes yeux. Était-ce une menace ou une promesse? J'ai fini par répondre d'une seule phrase. « Je préfère perdre un fils que de perdre mon âme. » Guillemets doubles. Le soir même, Max est venu seul. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. « Maman, tu me mets dans une position impossible. » Léna est furieuse. Elle dit que tu nous abandonnes. J'ai inspiré profondément. « Max, je ne t'abandonne pas. Je me sauve. Et si tu ne comprends pas la différence, alors c'est que tu ne veux pas voir. » Il a passé une main sur son visage, épuisé. « Pourquoi tout doit être si compliqué? » Et parce que vous avez choisi de me rejeter. Parce que vous avez décidé que je haine, évêtais pas, spécial, aimé dehors séqué. Tu te souviens? Guillemets double sonné. Il a fermé les yeux. Une larme a glissé le long de sa joue. Pour la première fois, je l'ai vu hésiter, comme si la carapace se fissurait, mais il n'a rien dit de plus. Il est reparti, me laissant avec un mélange de douleur et d'espoir. Les jours suivants, j'ai ressenti une étrange force. J'avais survécu à l'ultime humiliation, et J était encore debout. J'ai repris mes habitudes oubliées. Cuisiner pour moi seule, relire mes vieux romans, jardiner. Chaque geste banal devenait une victoire. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude persistait. Jusqu'où iraient-ils pour me ramener dans leur jeu? La réponse est arrivée plus vite que prévu.
Un soir, en rentrant du marché, j'ai trouvé ma boîte aux lettres débordante. Pas de lettres, mais des factures à mon nom que je n'avais jamais contractées. Abonnements, crédits en ligne, achats étranges. Mon cœur s'est emballé. Ils avaient utilisé mes informations bancaires. Je me suis assise, glacée, les mains tremblantes. Était donc ça, leur nouvel outil. La manipulation, puis la fraude. Le lendemain, était au commissariat. J'ai raconté toute l'histoire à un agent attentif, qui m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, il m'a dit « Madame, si vos informations ont été utilisées sans votre consentement, c'est une infraction. Même si c'est votre famille. » J'ai senti mes yeux s'embuer. Même si c'est votre famille. Ces mots étaient durs, mais nécessaires. J'ai signé les documents, la main ferme. En sortant du poste, le ciel était couvert, lourd. Mais je marchais avec une nouvelle détermination. Si Max et Lena voulaient me détruire pour leur confort, je ne serais plus leur victime. J'avais choisi la vérité, j'avais choisi la justice. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai chuchoté à voix basse. « Emma, tu es spéciale !» Les larmes ont coulé, mais elles étaient différentes. Pas des larmes de douleur, mais des larmes de guérison. Je savais que la route serait encore longue, que Max et Lena n'allaient pas disparaître de mon existence comme par magie. Mais était prête. Prête à affronter leur colère, leur manipulation, leur absence. Parce que désormais, ni dizaine, était plus une mère brisée. Était une femme debout. Les jours se succédaient avec une lenteur pesante, et pourtant chaque matin apportait son lot de secousses intérieures. J'avais cru que la rupture, une fois actée, m'apporterait un soulagement durable. Mais en vérité, la douleur ne disparaissait pas. Elle se transformait, se cachait dans les moindres gestes du quotidien. Faire du café, lire le journal, arroser mes plantes. Chaque mouvement réveillait l'absence de Max, le vide de sa voix que je n'entendais plus que, à travers des messages accusateurs. Lena, elle, n'avait pas renoncé. Ses appels étaient devenus plus insistants, ses paroles plus venimeuses. « Tu détruis ton propre fils. Tu es égoïste, tu n'as jamais pensé à lui. » Elle savait appuyer là où ça faisait mal. Car la vérité, c'est que j'avais toujours pensé à lui, souvent au détriment de moi-même. Mais je commençais à comprendre que penser à lui ne signifiait pas lui offrir mes veines ouvertes. Cela signifiait, peut-être, le confronter à sa propre responsabilité. Un matin, j'ai reçu une convocation. La banque m'informait d'opérations suspectes. Je m'y suis rendu le cœur battant. Le conseiller m'a accueilli avec gravité. « Madame, plusieurs demandes de crédit ont été déposées en votre nom. Nous avons bloqué les procédures, mais il est clair que quelqu'un utilise vos données personnelles. » J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas besoin de demander qui. Le visage de Lena s'imposait à moi, avec son sourire froid. J'ai signé les papiers nécessaires, et en sortant de l'agence, un sentiment étrange m'a envahi, un mélange de trahison et de libération. Car à présent j'avais des preuves. Le soir, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai écrit une lettre officielle à Max. Pas une lettre d'amour, pas une supplique. Une mise au point. J'y détaillais tout ce que j'avais découvert. Les crédits frauduleux, les factures usurpées, les intrusions. J'y ai écrit noir sur blanc que si cela continuait, je porterais plainte. Et j'ai ajouté une phrase qui m'a brisé le cœur. « Tu es mon fils, mais je refuse de être ta victime. » En glissant l'enveloppe dans la boîte aux lettres, mes mains tremblaient. Était comme signer un arrêt, pas seulement pour lui, mais pour le lien fragile qui nous unissait encore. Les nuits suivantes furent hantées de cauchemars. Je revoyais Max enfant, pleurant quand il tombait de vélo, cherchant refuge dans mes bras. Et je me réveillais avec l'image de l'homme qu'il était devenu, complice silencieux de la cruauté de sa femme. Comment deux visages pouvaient-ils appartenir à la même personne? Un après-midi, alors que je rangeais mes affaires dans le grenier, je suis tombée sur une vieille boîte de souvenirs. Dedans des dessins de Max, des cartes de fête des mères, des photos jaunies. J'ai éclaté en sanglots, en serrant contre moi un petit collier en pâte à sel qu'il m'avait offert à Thiel, école primaire. Pour la meilleure maman du monde. J'ai murmuré dans le silence poussiéreux. « Où es-tu passé, mon fils ?» Mais personne n'a répondu. Peu de temps après, j'ai reçu la visite inattendue d'un vieil ami de la famille, Georges. Il avait appris les rumeurs, car dans une petite ville, tout finit par se savoir. « Emma, tu as toujours été forte, dit-il, mais fais attention. Certaines batailles ne se gagnent pas en criant plus fort, mais en restant plus droite. » Sa voix grave m'a rappelé ce que j'avais oublié. Je n'avais pas à me justifier, seulement à tenir debout. Pourtant,
le conflit a pris une tournure encore plus sombre. Un soir, alors que je rentrais de l'aile, épicerie, j'ai remarqué une silhouette près de ma maison. Mon cœur s'est figé. Sini était Léna. Elle m'attendait, les bras croisés, un sourire glacial aux lèvres. « Tu crois vraiment pouvoir nous effacer, Emma ? Tu crois que Max choisira sa mère plutôt que sa femme ?» Ces mots étaient comme des coups de couteau. Mais cette fois, je n'ai pas flanché. Je ne cherche pas à choisir à sa place. Je cherche à me sauver. Elle a éclaté de rire, un rire sans joie. « Sauve-toi alors. Mais tu finiras seule. » Guillemets double. Quand elle est partie, mes jambes ont cédé. Je me suis effondrée sur le perron, incapable de retenir mes larmes. Mais au milieu de ce désespoir, une certitude nouvelle s'est imposée. La solitude était peut-être le prix de la dignité. Et si C était le prix à payer, J était prête. Les jours suivants, j'ai commencé à bâtir une nouvelle routine. Lever tôt, écrire dans mon journal, marcher longuement, peindre au centre communautaire. Chaque activité devenait un acte de résistance contre la tentation de replonger dans l'ancien schéma. Je me surprenais parfois à sourire, non pas parce que la douleur disparaissait, mais parce que je redécouvrais des parcelles de moi-même. Un soir, j'ai allumé une bougie, et j'ai relu mes écrits. Je me suis dit que peut-être, un jour, ces pages formeraient un livre. Pas un livre de haine, mais un témoignage. Le récit d'une femme qui avait aimé trop fort et appris trop tard à se protéger. Cette idée m'a réchauffée. Peut-être que ma souffrance pouvait servir à d'autres, à ces mères qui, comme moi, confondaient sacrifice et esclavage. Et puis, une pensée m'a traversée comme un éclair. Peut-être que Max lirait ces pages un jour. Peut-être qu'il comprendrait enfin. Mais même s'il ne le faisait pas, ce N était plus mon fardeau. Mon devoir N était plus de sauver mon fils adulte, mais de sauver la femme que J était encore. Ce soir-là, en me couchant, j'ai murmuré à voix basse « Emma, tu n'es pas seule, tu t'as toi-même. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans cauchemar. Les semaines passaient, et ma maison retrouvait peu à peu une atmosphère que j'avais oubliée, le silence. Non pas ce silence étouffant qui suit une dispute, mais un calme étrange, presque sacré. J'entendais le tic-tac de l'horloge, le craquement du bois dans la cheminée, le bruissement des feuilles dehors. Ces sons, jadis engloutis par les appels incessants de Max et de Léna, reprenaient leur place. Je redécouvrais ce que était que de vivre pour moi, et non pour répondre aux urgences fabriquées par les autres. Pourtant, derrière cette paix retrouvée, une inquiétude demeurait, car le silence de Maxen n'était pas seulement une absence. Était une fracture, un vide béant entre une mère et son fils. Un matin d'automne, alors que je balayais les feuilles devant ma porte, j'ai vu le facteur s'arrêter. Il m'a remis une enveloppe épaisse. À l'intérieur, un document juridique. Une mise en demeure concernant une dette contractée en mon nom. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Encore une fois, ils avaient franchi la ligne. Cette fois, ce N n'était plus seulement une humiliation ou un mensonge, était un crime. Je me suis assise sur la marche, les mains tremblantes, relisant le papier encore et encore, comme pour m'assurer que ce N n'était pas une hallucination. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. À la place, j'ai ressenti une étrange lucidité. Léna me déclarait la guerre à travers ses faux papiers, et Max, par son silence, en devenait complice. Alors j'ai pris mon téléphone, et j'ai composé le numéro de mon avocate, une femme solide et directe, rencontrée grâce à un atelier communautaire. Je lui ai tout expliqué, chaque détail. Sa réponse a été ferme. « Emma, vous devez déposer une plainte officielle. Vous avez le droit de vous protéger, même si ce sont vos proches. » Ces mots m'ont transpercé. Même si ce sont vos proches. Comme un rappel brutal que la famille n'efface pas la loi. Le soir même, j'ai rédigé mon témoignage. Chaque phrase me coûtait, mais chaque phrase était une délivrance. En mettant sur papier leurs abus, leurs manipulations, leurs menaces, j'avais l'impression d'arracher une à une les chaînes invisibles. J'ai remis le dossier à mon avocate le lendemain. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Vous êtes plus une victime, Emma. Vous êtes une femme qui se bat. » Guillemets double. Pourtant, la bataille intérieure était loin d'être terminée. La nuit, je rêvais encore de Max enfant, courant dans le jardin, riant à gorge déployée. Et je me réveillais avec la douleur de ce qu'il était devenu. Un homme fragile, manipulé, incapable de choisir la vérité contre le confort. Parfois je me surprenais à espérer un miracle, une réconciliation soudaine. Puis, je me rappelais la réalité. Les photos du mariage sans moi, les factures frauduleuses, les menaces de Léna. L'espoir
éteignait, remplacée par une résolution froide. Pour m'ancrer dans le présent, je me suis plongée dans des activités nouvelles. Je passais des heures à peindre, mélangeant les couleurs comme pour recomposer ma vie en fragments. J'ai aussi commencé à fréquenter une association d'entraide pour parents en rupture avec leurs enfants adultes. La première réunion a été un choc. Des mères, des pères, tous brisés par des histoires différentes mais si semblables. Ingratitude, manipulation, rejet. En les écoutant, j'ai compris que ma douleur haine n'était pas isolée. J'ai pris la parole, d'une voix d'abord hésitante, puis plus assurée. Je croyais qu'aimer signifiait tout donner, mais aujourd'hui j'apprends qu'aimer, c'est aussi savoir se protéger. Les regards pleins de compassion autour de moi m'ont fait comprendre que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. Les jours suivants, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Chaque promenade au parc, chaque sourire échangé avec un inconnu, me rappelait que la vie continuait en dehors de cette relation toxique. Mais ce répit fut de courte durée. Un soir, en rentrant de la réunion, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Elle, écriture de Max. 4 mots seulement. « Parle-moi, maman, s'il te plaît. » J'ai serré le papier contre ma poitrine, le cœur déchiré. Car malgré tout, il restait mon fils. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis contentée de garder ce mot sur ma table de chevet. Chaque soir, je le relisais, me demandant si Kay était une main tendue sincère ou une nouvelle tentative orchestrée par Lena. La peur de retomber dans le piège me paralysait. Mais une autre voix en moi murmurait. Et s'il avait enfin compris ? Un dimanche matin, j'ai trouvé le courage de lui écrire. Pas une longue lettre, pas une confession. Juste une vérité simple. Max, je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Si tu veux me parler, viens seul, sans colère, sans exigence. Je n'ai pas su si j'espérais qu'il réponde ou non. En déposant l'enveloppe dans la boîte, mes mains tremblaient encore. Mais je savais que, quelle que soit sa réaction, j'avais fixé une limite. Une frontière invisible qui, pour la première fois, protégeait mon cœur. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, la lumière du crépuscule traversant les rideaux, j'ai ressenti quelque chose d'inédit, de la fierté. Non pas celle d'avoir élevé un fils parfait, mais la fierté de être enfin resté fidèle à moi-même. Et cette fierté, je le savais, serait désormais mon armure. Les jours égrenaient dans une étrange tension, comme si chaque heure était suspendue entre deux mondes, celui que j'avais laissé derrière moi, fait de dépendance et de blessures, et celui que j'essayais de bâtir, fait de dignité et de solitude choisie. L'enveloppe que j'avais envoyée à Max n'avait pas encore reçu de réponse. Chaque matin, en vérifiant ma boîte aux lettres, mon cœur se serrait. Je me demandais, viendra-t-il ? Aura-t-il le courage de franchir la porte seul, sans Lena, sans mensonge ? Pour tromper l'attente, je me suis jetée dans des activités. Le jardinage, d'abord. J'ai passé des heures à arracher les mauvaises herbes, à retourner la terre, comme si chaque geste de mes mains m'aidait à déraciner la douleur. Puis la peinture, encore, toujours, où mes pinceaux traçaient des paysages intérieurs, des ciels tourmentés, des arbres solitaires, des rivières en crue. Les autres participantes de l'atelier me disaient « Emma, tes toiles dégagent une force particulière. » Elles ne savaient pas que cette force haine était autre que ma colère transfigurée. Un soir, alors que je rangeais mes pinceaux, le téléphone a sonné. La voix de Lena, encore une fois. Mais cette fois-ci, elle n'avait rien de menaçant. Elle sonnait douce, presque larmoyante. « Emma, je crois que j'ai été trop dure. Max souffre, moi aussi. Nous avons besoin de toi. » J'ai fermé les yeux. Chaque fibre de mon être me disait que ce ton haine était qu'un masque de plus. J'ai répondu calmement. « Si tu veux me parler, Lena, viens avec sincérité. Mais si c'est pour obtenir encore de l'argent, ne perds pas ton temps. » Son silence a duré quelques secondes, puis le masque est tombé. « Tu crois que tu peux nous tourner le dos ? Tu crois que Max te pardonnera ?» Et elle a raccroché brutalement. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit. Je ne suis pas responsable de leur haine. Je ne suis responsable que de ma vérité. Ces mots, affichés sur mon frigo, sont devenus mon mantra. Quelques jours plus tard, un événement inattendu a bouleversé mon quotidien. En rentrant du marché, j'ai croisé une jeune femme qui semblait me reconnaître. Elle s'est approchée timidement. « Vous êtes Emma, la mère de Max, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est serré. « Oui, » ai-je répondu. Elle a rougi. « Je travaille avec lui. Il parle souvent de vous. » Mon souffle s'est coupé. Que dit-il ? Qu'il est perdu. Qu'il aimerait revenir en arrière, mais qu'il ne sait pas comment. Guillemets. Double. Ces mots m'ont transpercé. Était-ce vrai ? Ou une illusion de plus ? J'ai remercié la jeune femme, mais en rentrant, j'ai senti mes larmes couler.
Derrière son silence et sa complicité avec Léna, Max portait-il encore ce fils que j'avais aimé, ce petit garçon aux yeux brillants. La nuit suivante, j'ai rêvé de lui. Dans mon rêve, il se tenait devant moi, vêtu de sa tenue d'enfant, tenant dans ses mains ce collier en pâte à sel qu'il m'avait offert. Il me disait « Maman, tu es spéciale ». Je me suis réveillée en sanglots, mais ce rêve m'a redonné une flamme. Peut-être qu'au-delà de la manipulation, une part de lui m'attendait encore. Cependant, la réalité m'a vite rattrapée. Le lendemain, un courrier recommandé m'attendait, une sommation liée aux dettes frauduleuses. Malgré l'intervention de mon avocate, Léna continuait ses manœuvres. Je me suis sentie prise dans un étau. L'amour pour mon fils d'un côté, la guerre froide de sa femme de l'autre. J'ai passé la journée à relire ce document, à peser chaque mot. Et soudain, une pensée s'est imposée. Peut-être que je devais aller plus loin. Non pas seulement les dénoncer, mais couper définitivement les ponts. Cette idée me terrifiait. Car couper le lien, était accepter que Max ne reviendrait peut-être jamais. Était accepter de vivre le reste de ma vie, sans entendre à nouveau le mot « maman » prononcé par lui. Mais était aussi, je le savais, le seul moyen de me sauver. Pour apaiser mon esprit, j'ai décidé de participer à une retraite spirituelle, organisée par l'association de soutien que je fréquentais. 3 jours loin de tout, dans un monastère retiré. Là, entouré de silence et de chants apaisants, j'ai pu regarder ma douleur en face. Une des participantes m'a dit « Emma, on ne choisit pas toujours ce que deviennent nos enfants, mais on peut choisir de ne pas se laisser détruire. » Ces mots ont résonné en moi comme une vérité nue. En rentrant de cette retraite, j'ai trouvé un nouveau mot dans ma boîte aux lettres. Cette fois, plus long. L'air, écriture tremblée de Max. « Maman, je veux te voir. Seule. Sans Léna. Je ne promets pas de tout réparer, mais je veux comprendre. » Mon cœur a bondi. Était ce que j'attendais depuis des mois. Mais une peur viscérale m'a aussi envahi. Et si ce N était qu'un piège, encore une fois? Je me suis assise, le mot entre les mains, le souffle court. Pour la première fois, la décision m'appartenait entièrement. Allais-je ouvrir ma porte? Allais-je lui donner cette chance? Ou allais-je protéger mon cœur en gardant la distance? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Entre la flamme fragile de l'espoir et la glace de la méfiance, mon cœur battait comme un tambour. Une chose pourtant était certaine, quel que soit mon choix, je ne serai plus jamais la même. Depuis des mois, ma vie était transformée en un champ de ruines reconstruit pas à pas. Je croyais avoir trouvé un fragile équilibre, une sorte de paix glacée, faite de silence et d'habitudes nouvelles. Puis, la lettre de Max était arrivée, simple et courte, mais plus lourde que toutes les dettes accumulées, plus puissante que tous les mots empoisonnés de Léna. « Maman, je veux te voir. » Seule. Sans Léna. Guillemets double en veau. Je l'ai lu des dizaines de fois. Chaque lecture rallumait un feu éteint depuis longtemps, mais aussi une peur viscérale. Et si ce N était qu'un piège, une nouvelle manipulation? Pourtant, il y avait dans cette écriture tremblée une sincérité enfantine. Comme si la main qu'il avait tracée N était plus celle de l'homme mûr enlisé dans ses mensonges, mais celle du petit garçon qui, jadis, me tendait ses dessins maladroits. J'ai hésité toute une nuit avant de répondre. Assise à ma table, entourée de silence, j'ai pris une feuille blanche. Ma main tremblait, mais mon cœur savait déjà la réponse. Demain, 17h. Ici, chez moi. Viens seul. Quand j'ai glissé l'enveloppe dans la boîte, j'ai eu l'impression de signer un pacte invisible, un rendez-vous avec la vérité. Le lendemain, le temps s'est étiré comme une corde trop tendue. Je n'arrivais pas à rester en place. J'ai lavé chaque assiette, dépoussiéré chaque meuble, comme si le moindre grain pouvait trahir mon trouble. J'ai préparé du café, posé 2 tasses bien alignées sur la table, cette table lourde d'histoire, témoin de mes colères, de mes contes, de mes larmes. Chaque geste était une prière muette, qu'il vienne vraiment seul, qu'il ait enfin le courage. Guillemets double. À 16h59, J était debout derrière la porte, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le silence du couloir. Puis, un coup discret. Je me suis figée, incapable de respirer. J'ai ouvert. Max se tenait là, seul. Ses épaules voûtées, son visage fatigué, ses yeux cernés me frappèrent comme une gifle. Il était plus le jeune homme souriant que j'avais vu partir à l'université, ni même le mari arrogant qui m'avait exclu de son mariage. Il avait l'air usé, vidé, comme si les mois passés avaient dévoré son énergie. Ses lèvres ont tremblé, et un mot est sorti. « Maman ». Guillemets double. Ce mot, je l'attendais depuis des mois.
Je l'avais imaginé 1000 fois, mais l'entendre réellement m'a traversé comme une lame et une caresse à la fois. J'ai failli le prendre dans mes bras, mais je me suis retenue. Je ne voulais pas d'un geste trop rapide qui effacerait la gravité de ce moment. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Il s'est assis à la table, hésitant, comme un écolier puni. Moi je suis restée debout encore quelques secondes, le fixant. Je cherchais sur son visage une trace du petit garçon qu'il avait été, et je l'ai trouvé, caché sous les rides précoces et la lassitude. Enfin, je me suis assise en face de lui. Un silence dense, presque sacré, a envahi la pièce. L'horloge au mur scandait les secondes comme un juge implacable. Max a inspiré profondément. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il. « Commence par la vérité, » ai-je répondu d'une voix calme, mais ferme. Ses mains tremblaient. J'ai laissé Léna décider. Je savais qu'elle ne voulait pas de toi au mariage. Et je n'ai rien fait. Parce que j'avais peur. Peur qu'elle parte. Alors j'ai préféré te perdre, toi. Ses yeux se sont embués. Mais en te perdant, maman, je me suis perdue aussi. Guillemets doubles. Ces mots ont frappé mon cœur comme des pierres. Pourtant, je n'ai pas cédé aux larmes. Tu m'as effacé, Max. Pas seulement ce jour-là, mais bien avant. Chaque demande d'argent, chaque silence, chaque mensonge, était une façon de m'effacer un peu plus. Tu comprends la blessure que tu as laissée? Il a hoché la tête honteux. Oui, mais je ne sais pas comment réparer. Guillemets doubles. J'ai pris une inspiration lente. Si tu veux reconstruire, il faut couper ce qui nous détruit. Léna ne peut plus être le centre de tes décisions. À ces mots, il a levé les yeux, effrayé. Tu veux que je choisisse entre elle et toi? Non, Max. Je veux que tu choisisses entre le mensonge et la vérité. Entre la facilité et le respect. Guillemets doubles. Alors il a éclaté en sanglots, posant son visage entre ses mains. Ses épaules secouées tremblaient comme celles d'un enfant. Je l'ai regardé, le cœur serré, mais je n'ai pas bougé. Il devait traverser cette douleur seul. Quand enfin il a relevé la tête, ses yeux rouges brillaient d'une sincérité nouvelle. J'ai peur. Peur d'y être seul. Guillemets doubles. Je me suis penchée vers lui. Tu n'es pas seul. Tu as encore une mère. Mais je ne serai plus ta prisonnière. Si tu veux rester dans ma vie, viens avec honnêteté et respect. Sinon, il vaut mieux que nous restions étrangers. Guillemets doubles. Il m'a fixé longuement, puis a murmuré. Je vais essayer. Pas une promesse, pas une certitude, juste un début. Mais dans ce début, je sentais une fissure dans le mur érigé par Léna. Lorsqu'il est parti, la maison m'a semblé soudain immense. Le silence qui suivit haine était plus un vide, mais un espace où quelque chose de neuf venait de naître. Je me suis assise avec ma tasse de café, encore chaude, et j'ai laissé les souvenirs affluer. Son rire d'enfant, ses colères d'adolescent, ses silences d'homme. Tout cela me blessait encore, mais au milieu de la douleur, il y avait une lueur. Une graine de vérité venait d'y être plantée. Cette nuit-là, je suis restée longtemps à la fenêtre observant les lampadaires s'allumer un à un dans la rue. Le monde continuait, indifférent à mes déchirures. Pourtant, en moi, une certitude grandissait. Rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais enfin compris que je pouvais aimer mon fils sans m'oublier, que je pouvais tendre une main sans me sacrifier. Et dans le silence, j'ai murmuré. Peut-être que demain commencera autrement. Guillemets doubles. Les jours qui suivirent la visite de Max furent étranges, presque irréels. Sa présence, ses larmes, ses mots maladroits avaient ouvert une brèche. Mais derrière cette brèche, je sentais encore l'ombre de Léna, comme une silhouette tapie dans l'ombre, prête à resserrer son emprise. Chaque matin en me levant, je me demandais si Max aurait la force de se libérer, ou s'il retournerait à ses chaînes invisibles. Je repris ma routine, mais tout avait une saveur différente. Le café que je buvais seul, les promenades dans le parc, les conversations banales avec les voisins, tout me rappelait que J était à un tournant. Je était plus seulement la mère humiliée, blessée, réduite à un rôle de pourvoyeuse. J était devenue une femme qui avait appris à dire non, mais aussi une femme qui espérait encore. Car malgré tout, Max restait mon fils, et l'amour d'une mère ne se dissout pas dans les trahisons. Il s'endort, il s'endurcit, mais il ne disparaît jamais. Un soir, alors que je lisais dans mon fauteuil, le téléphone sonna. Mon cœur bondit. Était lui. Sa voix, hésitante, presque tremblante. « Maman, est-ce que je peux revenir demain? Juste pour parler. » J'ai fermé les yeux, une vague de chaleur et de peur me traversant. « Oui, Max. »« Mais viens seul. »« Je viendrai » promit-il. Le lendemain, il frappa de nouveau à ma porte. Quand je l'ai ouvert, j'ai su immédiatement que quelque chose avait changé. Ses épaules étaient toujours lourdes, mais son regard semblait plus clair,
comme s'il avait combattu intérieurement avant de venir. Il s'est assis, et cette fois il a parlé plus vite, comme si les mots brûlaient ses lèvres. « Maman, je dois te dire la vérité. Léna sait que je suis venue. Elle était furieuse. Elle m'a menacé de partir si je continuais à te voir. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être pris entre deux feux. » Guillemets doubles. Mes mains se sont crispées sur la tasse de café que je tenais. J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Et qu'as-tu décidé, Max ?» Il a baissé les yeux. « Je ne sais pas. Je l'aime. Mais je t'aime aussi. Je ne veux perdre ni elle ni toi. » Guillemets double. Une colère froide m'a traversée. « Max, ce n'est pas une question de choisir entre deux personnes. C'est une question de vérité. Elle te demande de couper les liens avec ta mère pour la satisfaire. Moi, je te demande seulement de respecter qui je suis. Réfléchis, laquelle de nous deux t'enferme ?» Guillemets double. Il s'est mordu la lèvre, incapable de répondre. Le silence s'est prolongé, si lourd que je pouvais entendre le battement de mon cœur. Enfin, il a murmuré. « J'ai peur de tout perdre. » Guillemets double. Je me suis penchée vers lui. « Tu perdras bien plus en restant esclave. Tu perdras ton intégrité, ton identité, ton avenir. » Mes mots résonnaient dans la pièce comme une vérité brutale. J'ai vu ses yeux s'embuer, mais cette fois il n'a pas pleuré. Il est resté figé, comme un homme au bord d'un précipice. Après un long silence, il a ajouté, presque dans un souffle. « Je ne sais plus qui je suis, maman. Avec Léna, je joue un rôle. Avec toi, j'ai honte. Je n'arrive pas à être moi-même. » Ces mots m'ont bouleversé. Pour la première fois, il reconnaissait son propre naufrage. Je l'ai regardé avec une tendresse mêlée de douleur. « Alors commence par être vrai ici, avec moi. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin d'y être parfait. Tu as seulement besoin d'y être honnête. » Guillemets double. Il a fermé les yeux, laissant échapper un soupir tremblant. Puis il s'est levé et a marché nerveusement dans la pièce. Ses pas lourds faisaient grincer le parquet, comme un écho de son agitation intérieure. Enfin, il s'est arrêté devant la fenêtre et a regardé dehors, vers le jardin où il jouait enfant. « J'ai l'impression que ce petit garçon, là, est mort depuis longtemps, » dit-il. J'ai senti ma gorge se serrer. « Non, Max. Il est toujours là. Il attend que tu aies le courage de le retrouver. » Guillemets double. Quand il est parti ce soir-là, la maison m'a semblé plus froide que jamais. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'un nœud venait de se desserrer. J'avais vu l'homme fissuré derrière le fils silencieux. Rien était réglé, mais le mur commençait à se lézarder. Les jours suivants furent silencieux. Pas d'appel, pas de visite. J'essayais de ne pas laisser l'angoisse m'envahir. Pour me distraire, je me suis remise à peindre. Sur la toile, j'ai dessiné un arbre tordu par le vent, mais profondément enraciné dans la terre. Était moi, encore debout malgré les tempêtes. Puis, une semaine plus tard, un nouveau signe. Une lettre, encore, mais cette fois beaucoup plus longue. L, écriture de Max, plus assurée, moins tremblée. Il racontait ses peurs, ses regrets, ses contradictions. Il parlait de Léna, de l'amour qu'il croyait porter, de la culpabilité qui le rongeait chaque jour. Il admettait sa faiblesse, son incapacité à dire non. Et à la fin, une phrase qui me fit trembler. « Maman, je ne sais pas encore quel chemin je vais prendre. Mais je veux que tu saches que tu restes mon ancrage. » Guillemets double. En lisant ces mots, mes larmes ont enfin coulé, non pas de désespoir, mais d'un étrange mélange de douleur et d'espérance. Car même si rien était résolu, même si l'avenir restait incertain, je savais une chose, la graine de vérité avait germé, et elle grandissait lentement dans le cœur de mon fils. Le matin où je reçus la longue lettre de Max, j'eus l'impression que le temps était arrêté. Ces mots, maladroits mais sincères, résonnaient encore en moi. « Tu restes mon ancrage. » Cette phrase, je la relus des dizaines de fois. Elle me fit pleurer, mais pas comme auparavant. Ce était plus la douleur d'une mère rejetée. Était la douleur d'une femme qui voyait enfin une fissure dans le mur de mensonges qui l'avait entourée trop longtemps. Pourtant, cette fissure n'était pas une promesse. Je le savais. Léna restait là, tapie dans l'ombre, prête à resserrer son emprise. Max lui-même était encore hésitant, partagé entre deux mondes. Et moi, je me retrouvais dans l'attente. Mais une attente différente. Moins soumise, plus lucide. J'avais compris que je ne pouvais pas choisir à sa place. Mais je pouvais choisir de rester debout, de tracer mes propres limites. Je me suis plongée dans mon quotidien, comme pour me protéger. Le jardin devint mon refuge. J'y passais des heures à planter, tailler, arroser.
Chaque fleur qui s'ouvrait me rappelait qu'il existait un cycle plus fort que mes blessures. Les saisons passaient, et la vie continuait, implacable, mais belle. Parfois je restais assise des heures à contempler un simple bourgeon, me disant que moi aussi je renaissais. Les voisins me regardaient différemment. Peut-être avaient-ils entendu des rumeurs, peut-être savaient-ils que j'avais coupé le cordon avec Max et Lena. Mais certains me saluaient avec plus de chaleur, comme si ma nouvelle force se voyait de l'extérieur. Un jour, Madame Rivers, la voisine curieuse, me dit « Emma, vous semblez plus légère, comme si vous aviez déposé un lourd fardeau. » J'ai souri. Elle ne savait pas à quel point était vrai. Pourtant, chaque soir, quand je fermais les volets, une inquiétude revenait. Et si Max choisissait définitivement Lena? Et si ses promesses de sincérité étaient qu'un mirage? J'essayais de chasser ces pensées, mais elles revenaient toujours, comme des ombres insidieuses. Je notais tout dans mon journal, chaque peur, chaque espoir. Ce journal devint mon confident, mon miroir. Relire mes propres mots m'aidait à voir mon évolution. D'une femme brisée et soumise, était devenue une femme capable de nommer ses blessures et de poser des frontières. Puis vint une visite inattendue. Un après-midi, on frappa à ma porte. Quand j'ouvris, ce était pas Max, mais Lena, seule. Son visage était fermé, ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Emma, il faut que nous parlions. » Mon premier réflexe fut de fermer la porte, mais quelque chose dans son regard m'arrêta. Je la laissai entrer. Elle s'assit sans attendre mon invitation, posa son sac sur la table et croisa les bras. « Max change. Et je sais que c'est à cause de toi. » Sa voix vibrait d'accusation. Il doute. Il remet tout en question. Et moi je refuse de perdre ce que nous avons construit. J'ai inspiré profondément. « Lena, ce que vous avez construit, c'est une prison. Et si Max commence à voir les barreaux, ce n'est pas moi la coupable. C'est toi. » Double. Elle a pâli, mais a vite retrouvé son masque. « Tu crois qu'il choisira sa mère contre sa femme? Tu te trompes, Emma. Il a trop peur d'être seul. » J'ai planté mes yeux dans les siens. Il a peur, oui, mais il commence à comprendre que la peur n'est pas de l'amour. Double. Un silence lourd a suivi. Je pouvais entendre le vent dehors, frôlant les volets. Lena a serré son sac et s'est levée brusquement. « Tu crois être forte, mais tu finiras seule. » Elle est partie sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, mes jambes ont tremblé. J'ai dû m'asseoir le souffle court. Cette confrontation m'avait épuisée, mais elle m'avait aussi révélé une chose. Lena était plus sûre de son pouvoir. Elle sentait que Max lui échappait. Et cela me donnait une étrange forme d'espoir. Les jours suivants, je n'eus aucune nouvelle. Ni de Max, ni de Lena. Le silence épaissit, presque insupportable. Mais j'appris à y trouver un refuge. Je remplissais ce vide par des activités simples. Cuisiner de nouveaux plats, lire des romans laissés de côté depuis des années, peindre des paysages qui reflétaient mon âme. Chaque toile racontait une étape. Une rivière déchaînée, une montagne solitaire, un arbre brisé, mais debout. Puis, un dimanche, alors que je revenais de l'église, j'ai trouvé Max assis sur mon perron. Seul. Il avait l'air perdu, mais déterminé. « Maman, dit-il, la voix cassée, j'ai besoin de toi. Pas de ton argent, pas de tes sacrifices. J'ai besoin de toi comme mère. » Double. Ces mots m'ont transpercé. Je l'ai aidé à se lever, et nous sommes entrés. Cette fois, il n'y eut pas de reproches, pas de longues disputes. Juste 2 êtres assis côte à côte, buvant un café tiède en silence. Et dans ce silence, j'ai compris que, même si la route restait longue, quelque chose d'essentiel venait de renaître, la possibilité d'un vrai lien. Les jours qui suivirent la confrontation avec Lena et les visites hésitantes de Max furent marqués par une atmosphère étrange, comme suspendue. Chaque matin, en ouvrant mes rideaux, je me demandais si le jour qui commençait allait apporter une avancée ou une nouvelle blessure. La neige recouvrait le quartier d'un manteau immaculé, et pourtant, derrière cette blancheur paisible, je sentais encore l'ombre de nos conflits planer sur ma maison. J'avais la sensation de vivre dans une attente interminable, oscillant entre l'espoir fragile et la peur viscérale de tout perdre à nouveau. Max venait parfois, toujours seul. Il ne restait pas longtemps, souvent assis à la même place, les mains jointes, le regard fuyant. Nous échangions quelques phrases simples. Parfois rien d'autre qu'un silence lourd, mais rempli d'émotions. Dans ces silences, je lisais 1000 choses. Sa honte, son envie de me retrouver, sa culpabilité. Il ressemblait à un homme naufragé qui, après des années à dériver, apercevait enfin la côte, sans oser encore mettre pied à terre.
Je le regardais et je revoyais l'enfant qu'il avait été, le petit garçon qui courait dans le jardin, qui me demandait de l'applaudir quand il réussissait à grimper sur le toboggan. Comment ce fils-là avait-il pu devenir cet adulte prisonnier de ses peurs? Un soir particulièrement froid, alors que la neige tombait encore et que le feu crépitait dans la cheminée, il finit par parler. « Maman, je crois que je dois choisir. Mais je ne sais pas comment. » Sa voix était basse, presque brisée. Je posai ma tasse et le regardai longuement. « Personne ne peut choisir à ta place, Max. Mais retiens ceci. Un choix fait dans la peur est toujours un mauvais choix. » Guillemets double. Il leva enfin les yeux vers moi, et je vis une flamme nouvelle, une révolte contre ses propres chaînes. « Léna dit que tu me manipules, que tu veux me séparer d'elle. Mais quand je suis ici, je respire. Quand je suis avec elle, j'y étouffe, comme si chaque geste devait être contrôlé. » Ces mots me firent trembler, car ça était la première fois qu'il osait admettre sa prison. Je posai doucement ma main sur la table. « Alors pourquoi restes-tu » Guillemets double. Il se prit la tête entre les mains. « Parce que j'ai peur du vide. J'ai peur de me retrouver seule, sans elle, sans toi. » Je serrai sa main avec force. « Tu n'es pas seule, Max. Mais tu dois comprendre, la dépendance n'est pas de l'amour. L'amour ne coupe pas les ailes, il ne fait pas taire la vérité. » Guillemets double. Ses larmes coulèrent, silencieuses. Il les essuya rapidement, honteux de paraître fragile. Puis il murmura. « Si je pars, elle me détruira. Elle connaît mes dettes, mes faiblesses. Elle peut me briser socialement et financièrement. » J'ai pris une grande respiration. « Alors tu dois décider si tu préfères vivre prisonnier ou affronter la tempête pour être libre. » Guillemets double. Cette nuit-là, après son départ, je ne pus dormir. Chaque pièce de la maison me parlait de lui. Le salon où il avait fêté ses anniversaires, la cuisine où il se précipitait pour goûter mes gâteaux, le jardin où ses rires d'enfant résonnaient encore. Tous ces souvenirs se mélangeaient avec l'image de l'homme brisé qui venait de s'asseoir face à moi. J'ai écrit dans mon journal. Mon fils est à la croisée des chemins. Je ne peux pas porter son fardeau, mais je peux lui rappeler qu'il existe une autre voie. Guillemets double. Les jours suivants furent emplis d'attente et de silence. Je tentais de m'occuper, de peindre, de lire, mais chaque bruit de pas dans la rue me faisait bondir. Dans mon atelier improvisé, je peignis un pont fragile au-dessus d'un gouffre. Sur la toile, un homme hésitait au milieu, incapable d'avancer ni de reculer. Était Max, suspendu entre deux mondes. Puis, un dimanche décisif arriva. En revenant de Mandor, église, j'aperçus Max assis sur mon perron. Il portait un sac, comme un voyageur prêt à partir. Mon cœur s'emballa. « Max » soufflai-je. Il leva les yeux vers moi. Son visage était fatigué mais déterminé. « Maman !» J'ai dit à Léna que je ne pouvais plus continuer. Elle a crié, menacé, pleuré. Mais je suis partie. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que je ne peux plus vivre dans le mensonge. Guillemets double. Mes jambes fléchirent presque. Je m'avançai et le pris dans mes bras. Il tremblait comme un enfant cherchant refuge. « Tu as fait le choix le plus difficile, dis-je en étouffant mes sanglots. Mais c'est aussi le seul qui peut te rendre ta liberté. » Guillemets double. Le soir, nous avons partagé un repas simple. Du pain, un potage, un verre de vin. Rien d'exceptionnel, mais l'essentiel était ailleurs. Nous parlions enfin, sans masque. Max me confia ses dettes, ses erreurs, ses regrets, mais aussi ses rêves oubliés. Il avoua qu'il voulait reprendre des études, voyager, se reconstruire. Je l'y écoutais, ému, le cœur gonflé d'une étrange fierté. Quand il partit, je l'accompagnai à la porte. Il me serra dans ses bras. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, » murmura-t-il. Je souris à travers mes larmes. « Merci d'avoir trouvé le courage de revenir. » Guillemets double. Je restais longtemps derrière la porte fermée, les mains posées sur le bois. Rien était gagné, mais tout devenait possible. Et cette possibilité suffisait à éclairer la nuit. Cette dernière étape de mon récit n'est pas une conclusion figée, mais une ouverture. Après tout ce que nous avons traversé, il serait mensonger de prétendre que la vie se range soudain dans des lignes droites. Pourtant, ce soir-là, en observant Max fermer derrière lui la porte et revenir s'asseoir près de moi, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Il était plus l'homme traqué par son propre mensonge, il devenait peu à peu un être qui accepte de porter ses fautes pour mieux les dépasser. Mon cœur battait fort, partagé entre la peur d'un retour en arrière et l'espérance d'un avenir enfin possible. Les jours suivants furent marqués par une clarté nouvelle. Max parlait de son travail, modeste mais honnête, et de ses petites victoires qui donnaient à ses mains la dignité qu'il croyait perdue.
Chaque matin, il se levait avec une énergie différente. Chaque soir, il rentrait avec une fatigue qui portait le goût de l'effort légitime. Moi je l'ai écouté avec une attention presque religieuse. J'apprenais à reconnaître dans ses gestes les signes de cette renaissance fragile, une manière de poser son sac, de sourire malgré la lassitude, de me demander conseil sans détourner les yeux. Ces détails minuscules étaient les briques d'une reconstruction lente mais solide, et je les accueillais comme on recueille des offrandes. Léna, bien sûr, n'avait pas disparu. Ses messages empoisonnés surgissaient encore, chargés de menaces et de reproches. Mais désormais Max les accueillait autrement. Il les lisait parfois, haussait les épaules et me disait « Ce ne sont que des mots, maman ». Puis, il déchirait la feuille ou supprimait elle, écran comme on chasse une ombre trop longtemps tolérée. J était témoin de cette libération progressive. Je savais qu'il restait vulnérable, mais je voyais aussi qu'il avait décidé de ne plus laisser son passé dicter la totalité de son avenir. Ce geste simple, déchirer le papier, avait la valeur d'un serment silencieux. Moi aussi je changeais. Pendant des années, ma vie avait été faite de renoncements. J'avais accepté l'humiliation, la solitude, les longues soirées où le silence pesait plus lourd que les cris. À présent, je redécouvrais des plaisirs simples. Marcher dans le parc, respirer l'air du soir, peindre avec des couleurs claires. J'apprenais à me regarder sans honte, à parler de mes cicatrices comme de preuves vivantes. D'autres femmes vinrent à moi, elles avaient connu la même noirceur. Ensemble, nous avons partagé nos récits, et dans cette communauté fragile je puisais une force nouvelle. Nous échangions nos douleurs, et à travers elles, nous fabriquions des armes invisibles contre la résignation. Un soir d'eau, été, Max est assis près de moi dans le jardin. Le ciel était lourd de chaleur, mais une brise légère faisait frissonner les feuilles. Il a posé sa main sur la mienne, et m'a dit d'une voix tremblante « Si je suis encore debout, c'est grâce à toi. » J'ai répondu doucement « Non Max, c'est grâce à toi. Moi, je n'ai fait que te rappeler que tu valais plus que tes chaînes. » Nous avons ri ensemble, un rire neuf, sans amertume. Je savais alors que nous étions enfin sortis de l'ombre. Son rire haine était pas seulement un son. C'est était une délivrance, un acte de résistance contre toutes les voix qu'il avait voulu à genoux. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pris mon journal. J'ai écrit « Nous avons traversé le feu, nous avons accepté nos blessures. Désormais, chaque matin sera une promesse, non une menace. » En refermant le carnet, j'ai senti une paix nouvelle m'envahir. Les fantômes n'avaient pas disparu, mais ils avaient perdu leur pouvoir. Et pour la première fois depuis des années, j'ai accueilli le sommeil comme une victoire. Je ne me réveillais pas dans la peur. Je me réveillais dans une lumière douce, comme si la maison elle-même respirait autrement. Le lendemain, la lumière entrait doucement par la fenêtre, et je me suis levée sans crainte. L'avenir restait incertain, mais il était plus synonyme de peur. Il devenait une route ouverte, prête à être parcourue avec courage. Max, de son côté, préparait ses projets. Il parlait de dents, études, de voyages, de nouveaux commencements. Il traçait même des listes, inscrivait des objectifs, rayait des lignes avec satisfaction. Je écoutais et je souriais, car je voyais dans ses yeux la flamme que j'avais cru éteinte. Nous avions survécu, et désormais nous avions choisi de vivre. Je ne prétends pas que tout sera facile. Je sais qu'il y aura des chutes, des nuits sans sommeil, des retours de peur. Mais désormais, je ne me laisserai plus écraser. J'ai appris que la fidélité à soi-même est la seule arme qui tienne. Max l'a compris aussi. Il sait que son chemin n'est pas écrit d'avance, mais qu'il peut, à chaque pas, décider de ne pas se trahir. Cette conscience, fragile, mais tenace, est notre héritage. Et je crois que dans ce choix-là, réside toute notre renaissance.